Bonjour à tous et merci d'écouter cette vidéo qui a pour but de présenter une petite histoire, vraiment un condensé, de comment les mentalités ont changé vis-à-vis de la notion d'hygiène et la notion de santé au fil des siècles et même des millénaires, puisque notre histoire commence il y a fort longtemps, durant l'Antiquité. Durant l'Antiquité, tout de suite, les Grecs ont associé Hygie, la déesse de la santé, avec Asclépios et Panacée, pour les domaines de la médecine et du remède. Donc tout de suite, on sent que l'hygiène, la santé sont liées. Chez les Grecs et les Romains, l'hygiène est d'autant plus importante que globalement, c'est une civilisation qui prend des bains souvent. Voici une image d'Hygie, illustrée par Gustav Klimt, le peintre. Ensuite vient le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, il n'y a aucune hygiène personnelle. Concrètement, les gens sont sales, ce qui contraste avec les hôpitaux. Donc on a des hôpitaux, des structures pour accueillir les hommes, les femmes malades, mais ils sont tenus par des hommes d'église. Les progrès scientifiques sont limités justement par ce contexte religieux, et le salut doit venir de la prière et de la croyance. Mais comme l'hygiène dans les hôpitaux est quand même assez importante, tout est très propre, même s'il n'y a aucun moyen de soigner les maladies, le taux de décès reste fort, mais moins fort que ce qui sera à la Renaissance. Ce qui est un paradoxe, puisque à la Renaissance, il y a des avancées scientifiques assez incroyables. On parle des travaux d'Ambroise Paré, qui est plus ou moins le père de la chirurgie et des prothésistes, de Paracelse ou de Fracastor, qui est le tout premier à imaginer l'existence des micro-organismes. Mais une idée va émerger à cette époque-là qui va avoir des conséquences catastrophiques. L'eau, la chaleur, dilate les pores de peau, et c'est par là que vont rentrer les mauvais éléments, ce qu'on va appeler les miasmes ou ces choses-là, et on va être persuadé que la crasse protège. Les hôpitaux vont devenir extrêmement sales, insalubres carrément, on a plus de chances de mourir, 80% de chances de mourir quand on rentre à l'hôpital lors de la Renaissance, et c'est une catastrophe. Les manuels de bienséance proposent de se laver les mains 2 à 3 fois par semaine. Et ça, c'est pour ceux qui préconisent beaucoup. Louis XIV ne sera quasiment jamais lavé de sa vie. On est extrêmement sale, tout est sale, et c'est la norme. On est persuadé que la crasse protège. Ce qui va donc permettre le développement des maladies, comme on peut le voir sur ces tableaux de Bruegel. Donc là, c'est le combat de Carême et Carnaval. On voit la salubrité dans les rues. Et les maladies, justement, on les retrouve plutôt dans ce tableau-là, où on voit les différents moyens de mourir entre la guerre, la maladie bien présente avec la peste à gauche du tableau. Et ben c'est une époque plutôt triste. Heureusement, dès la Révolution, il va commencer d'avoir quelques améliorations, notamment dans la prise en charge des malades à l'hôpital. Déjà, on va séparer les services. On va éviter de mettre des orphelins au milieu des maladies contagieuses. On ne va pas mettre des lépreux au milieu de tout le monde. Donc ça va s'accompagner du fait de séparer les patients dans des lits différents. Oui, parce qu'avant, on pouvait dormir à 3 ou 4 dans le même lit, à l'hôpital, tout allait bien. Là, on va mettre qu'un seul patient par lit. Et on commence à percevoir que le fait de soigner les gens, de prévenir la maladie, coûte moins cher que les soigner après coup. Donc, on va appliquer la doctrine du Dr Frank, mieux vaut prévenir que guérir. Paradoxalement aussi, parallèlement plutôt, la médecine fait des progrès. On peut penser notamment à la découverte des premiers antiseptiques dans l'armée anglaise durant les guerres napoléoniennes. Sauf qu'on ne sait absolument pas comment ça marche. On a constaté que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. A l'inverse, dans l'armée napoléonienne, c'est un peu la bérésina. Les chirurgiens opèrent directement avec le même sable plusieurs patients, les bandages traînent dans la boue. Bref, il y a, à part le premier amputé, généralement toutes les autres meurent. On se demande un peu pourquoi. Par contre, tout n'est pas négatif, puisque toujours dans ces campagnes napoléoniennes, va être mis en place par Nicolas Appert le premier système de conservation d'aliments sur la durée, ce qu'on appelle l'apertisation. Cette apertisation va être améliorée et grandement améliorée par un génie de cette époque dont on a déjà parlé, qui est Louis Pasteur. Salut Louis, qui va être le père de la microbiologie. Il va inventer aussi les premiers systèmes de stérilisation efficaces, en tout cas démontrer l'effet scientifique, détruire la théorie de la génération spontanée qui faisait croire que la maladie apparaissait comme ça chez les gens. Donc le boom apporté par les travaux de Pasteur est monumental. Donc, parallèlement, l'antisepsie consistait donc, on ne savait pas pourquoi, mais maintenant on sait l'expliquer, le produit antiseptique détruisait les microbes après sa mise en contact avec le patient. Un deuxième type de système va émerger par les travaux d'Ignace Semmelweis, c'est l'asepsie. Semmelweis, lui, il est responsable de l'hôpital et il va juste constater un truc horrible, comme le montre ce graphique,
c'est que les femmes vont mourir de fièvre après l'accouchement, jusqu'à des fois plus de 25-30% des femmes, ce qui est catastrophique. Il cherche à comprendre pourquoi, et il lui vient une idée. Il va tout simplement demander à ses obstétriciens de se laver les mains avant de faire accoucher les femmes. Déjà, ça paraît de base, ça paraît d'autant plus incroyable qu'à l'époque, généralement, les obstétriciens étaient aussi médecins légistes, donc ils passaient d'une personne morte à la femme qui accouchait sans se laver les mains. Ouais, je vous ai juste laissé le temps de vomir, et maintenant on peut reprendre l'explication. Donc Semmelweis a demandé de se laver les mains, et le résultat est flagrant, c'est-à-dire que dès qu'il se met à demander aux gens de se laver les mains avec un produit antiseptique, le taux de décès des femmes par fièvre et contamination baisse drastiquement. Donc, il détruit les germes avant le contact avec le patient. C'est ce qu'on va appeler l'asepsie. C'est toutes les méthodes qui vont éviter le contact avec les micro-organismes et le patient. L'inverse de l'antisepsie. L'antisepsie, il y a déjà eu contact et on tente de détruire ce que l'on peut. Et j'ai envie de dire, l'essentiel est fait, puisque depuis les travaux de Semmelweis, on ne fait que augmenter les découvertes pour améliorer l'asepsie plutôt que l'antisepsie. 1929, Alexander Fleming découvre la pénicilline, le tout premier antibiotique. D'autres suivront. Hein. J'ai envie de dire, merci Alexander. Il a sauvé des millions de vies grâce à sa découverte, et pour l'anecdote, elle est due au hasard. Les lois françaises, en tout cas, donnent un droit à la santé et des droits aux malades. Aussi, on prend dorénavant beaucoup mieux en charge la forme de médecin. On peut penser notamment à la formation dans les CHU. Les hôpitaux passent petit à petit de ça, 1900, à aujourd'hui ici, comme on peut le voir à l'hôpital de Fort-de-France, Zogba-Kittmann. Donc on voit clairement la différence d'aseptisation, la différence de prise en charge des patients, et c'est hyper important. Parallèlement, notre société devient aussi de plus en plus aseptisée. C'est-à-dire l'hygiène aujourd'hui est une responsabilité des pouvoirs publics, que ce soit dans n'importe quel statut local qui lui appartient, mais aussi des normes pour les entreprises privées. C'est-à-dire on ne peut pas tolérer n'importe quelle mesure, n'importe quelle norme d'hygiène, n'importe où. Et si l'hygiène collective est régulée, il reste encore des problèmes avec l'hygiène personnelle. Parce que si aujourd'hui, seulement selon certaines études, 57% des Français se touchent tous les jours, ce qui fait réfléchir, 12,5% avouent ne pas se laver les mains après être allés aux toilettes. Ça fait quand même réfléchir. Combien d'entre nous se lavent pas systématiquement les mains avant de passer à table? Là aussi, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que la notion d'hygiène, maintenant, c'est notre propriété à tous. Et nous devons veiller à notre hygiène, à certes se protéger des micro-organismes pathogènes, mais aussi veiller à ne pas détruire notre propre microbiote qui nous est utile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je voudrais terminer ceci en présentant que l'histoire de l'hygiène et tout ce qui est lié à l'hygiène vous ouvre des voies notamment sur plein de métiers. Que ce soit dans le domaine hospitalier, les structures publiques ou encore dans bien d'autres, que ce soit l'hygiène et la santé, il y a plein de choses à faire. Et de notre point de vue, pour réaliser ce travail-là, ça demande un travail de recherche en lien avec l'histoire des sciences, qui ouvre aussi des perspectives d'avenir. Et justement, toutes ces sources, que ce soit les tableaux, vous pouvez les retrouver grâce à ces liens, mais également toute la documentation et les images, vous pouvez les retrouver grâce à cela. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, pour mes élèves, qu'il faut remplir le questionnaire que je vous ai laissé sur Socrative. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.